avec ce patient de 52 ans. Donc c'est un patient de 52 ans qui présente une cholestase, pour résumer. Je vais résumer la situation clinique, je vais donc répondre d'emblée à la première question. C'est un patient de 52 ans présentant une altération de l'état général, une cholestase ictérique, apparue depuis 1 mois. Ce qu'il fallait dire, je vous l'ai dit, il faut essayer de se mouiller dans cette question. Il peut avoir différentes pathologies. Moi, je voulais que vous pensiez à une pathologie en particulier chez un patient de 52 ans qui a une altération de l'état général et un ictère. C'est voilà, il faut absolument penser au cancer du pancréas. Le cancer du pancréas, c'est une maladie fréquente et extrêmement grave, puisqu'on va parler un petit peu du pronostic à la fin du dossier. Donc, il faut absolument penser au cancer du pancréas. Après, il y a d'autres causes. Une cirrhose peut donner ce tableau, un cholangiocarcinome, etc. Une hépatite même. Mais il faut absolument penser dans ce contexte-là précis au cancer du pancréas. Donc j'aime bien cette question de résumer la situation clinique parce qu'il fait appel à votre sens clinique pour ne pas évoquer n'importe quoi. Parce que souvent, on est un peu inquiet à l'internat et on évoque des diagnostics absolument abracadabrantesques. Mais il faut raison garder et ici évoquer un cancer du pancréas. Quels examens on propose en première intention chez ce patient donc, qui a une altération de l'état général et une cholestase? On va faire un bilan un peu général de retentissement, d'orientation diagnostique, puisque pour l'instant on ne sait pas encore trop ce qu'il a. On fait une numération d'une plaquette, on fait une hémostase, notamment ATP, voir s'il y a une insuffisance hépatique, ionogramme sanguin, créatinine, un bilan hépatique complet, qu'on avait de toute façon à peu près, et un bilan nutritionnel chez un patient qui est dénutri, albumine, préalbumine éventuellement, surtout l'albumine. On fait un bilan biologique un peu plus spécialisé hépatique. Il faut faire devant des anomalies du bilan hépatique les sérologies, hépatite A, hépatite B, hépatite C, en tout cas en première intention, on pourra en faire d'autres après. Et il faut faire un bilan d'imagerie. Il faut faire au minimum une échographie abdominale, voir si cette cholestase est extra ou intrahépatique. Et on fait volontiers un scanner abdominopelvien, sans et avec injection de contraste, surtout dans ce cas-là où on suspecte un cancer du pancréas, puisque le cancer du pancréas ne se voit pas à l'échographie dans la majorité des cas. Mais bon, l'examen clé de l'ictère, je vous rappelle quand même que c'est l'échographie, voir s'il y a une dilatation des voies biliaires extra-hépatiques, et donc voir si l'obstacle est extra-hépatique ou si c'est une cholestase intra-hépatique. On obtient une imagerie. Est-ce que tu as une idée sur l'interprétation de cette imagerie? C'est un scanner abdominal en coupe axiale, injecté, donc là on est au temps artériel. Et donc on voit une masse au niveau de la tête du pancréas qui est hétérogène, hypodense, de grande taille et qui comprime visiblement une voie biliaire extra-hépatique. Absolument, je crois que tu as à peu près tout dit, c'est-à-dire que c'est un scanner abdominal injecté, avec injection de produit de contraste. C'était effectivement un temps artériel tardif, je crois, donc en coupe axiale ou en coupe transversale, centré sur la tête du pancréas. Et donc on a effectivement une masse pancréatique céphalique, une masse de la tête du pancréas, qui est hétérogène, très hétérogène, qui a des bords irréguliers, donc qui a les caractéristiques d'un adénocarcinome du pancréas. La conclusion, il faut absolument ne pas oublier la conclusion, c'est là où vous aurez les points, c'est un syndrome de masse de la tête du pancréas qui évoque, il faut se mouiller un peu sur le diagnostic, un cancer de la tête du pancréas. Comment on complète le bilan? Qu'est-ce qu'il faut faire comme autres examens complémentaires chez ce patient chez qui on suspecte un cancer de la tête du pancréas? D'abord, un bilan diagnostique. Le diagnostic d'un cancer de la tête du pancréas se fait sur l'écho-endoscopie. Il faudra faire une écho-endoscopie haute, digestive haute, qui permettra d'une part de visualiser la masse. Deuxièmement, de faire un bilan d'extension locale. On va rechercher des adénopathies, on va rechercher des envahissements vasculaires à l'écho-endoscopie. Et enfin, réaliser des biopsies. Alors il faut savoir que les biopsies, qui sont en fait plus précisément des cytoponctions à l'écho-endoscopie d'une tête du pancréas, c'est pas toujours rentable, c'est même assez peu rentable. Il faut savoir les répéter si c'est négatif, ou dans de rares cas, mais il ne faut pas retenir ça pour vous, on traite parfois sans histologie dans le cancer du pancréas quand on a un CA19-9 élevé, quand on a d'autres arguments. Mais bon, retenez qu'il faut absolument une histologie en cancérologie. Donc il faut savoir répéter l'écho-endoscopie si les premières biopsies sont négatives.
Le bilan d'extension, donc le bilan d'extension loco-régional, on vient d'en parler, c'est d'une part l'écho-endoscopie pour les adénopathies, pour les envahissements vasculaires et pour les envahissements des autres structures et puis pour la taille aussi. Et c'est d'autre part le scanner abdominal qui est finalement le meilleur examen pour les structures adjacentes et notamment l'envahissement des vaisseaux. L'extension à distance, bon, comme les autres questions de cancérologie, c'est le scanner thoraco-abdominopelvien sans et avec injection de produits de contraste, un bilan hépatique qui ici sera perturbé même en l'absence de métastases, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans le bilan d'extension à distance. On fait les marqueurs tumoraux pour le suivi, on les fait d'emblée, ACE, CA19-9, surtout le CA19-9. Le CA19-9, pour le coup, est très spécifique. Très spécifique. Il est assez spécifique d'un cancer du pancréas et donc c'est assez important, il est quasiment toujours élevé dans le cancer du pancréas. Bilan du terrain et de l'opérabilité, un bilan nutritionnel très important, il a perdu pas mal de poids, et une consultation d'anesthésie avec un bilan préopératoire guidé en fonction du terrain du patient et de ce qu'on veut lui faire. Alors, la question suivante. Le bilan ne montre pas de lésions secondaires et le patient semble opérable. Comment est-ce qu'on va prendre une décision de chirurgie? En RCP. Très bien. Tu as déjà une grosse partie des points. Est-ce que tu as une idée, ça c'est un peu plus spécialisé, c'est moins grave si vous ne pensez pas tout de suite, mais des critères d'opérabilité d'une tumeur pancréatique? Non. Donc c'est un peu plus spécialisé, ça se discute en RCP effectivement toujours. Et la principale chose à faire, et ça il faut le dire, surtout pour le pancréas, c'est qu'il y a une relecture systématique de l'imagerie en RCP. Parce que combien de fois on nous répond sur le compte-rendu adénocarcinome de la tête du pancréas inopérable, et en fait, en relisant avec le chirurgien et avec le radiologue, l'image, vous dites, ah bah si, c'est opérable parce que ça n'envahit pas les vaisseaux. Donc les critères d'opérabilité, c'est l'absence d'envahissement loco-régional important, surtout l'absence d'envahissement vasculaire. Alors il y a des petites subtilités mais que vous n'avez pas à connaître, c'est-à-dire qu'il y a certaines veines envahies qui ne sont pas des contre-indications, mais bon, retenez surtout l'absence d'envahissement vasculaire artériel, ça c'est une contre-indication de toute façon, et certaines veines également, ça c'est moins important. Recherche de contre-indication opératoire bien sûr, et puis recherche de métastase à distance qui est une contre-indication opératoire dans le pancréas bien sûr. Il faudra peser le rapport bénéfice-risque puisque la duodénopancréatectomie céphalique, qui est le traitement chirurgical de ce cancer du pancréas, est une chirurgie très lourde. Donc bénéfice-risque très important et une décision finale qui sera prise avec le patient. Bon, vous l'influencez fortement, mais c'est lui qui prendra la décision au final. La question suivante. Donc, à la question suivante, le patient est opéré, donc il a une DPC, une duodénopancréatectomie céphalique, et on lui propose un traitement adjuvant avec également une radiothérapie. Alors, bon, ce n'était pas pour discuter des indications de traitement parce que vous n'avez pas à les savoir, et la radiothérapie en adjuvant, ça n'a pas vraiment de réalité, c'était surtout pour mettre un petit peu de radiothérapie dans ce dossier, mais retenez pas ça. On ne revoit plus le patient après son suivi systématique, qui est rassurant à 1 mois, 3 mois et 6 mois. Vous êtes à 9 mois de suivi, vous devez revoir le patient et vous programmez sa consultation de suivi. Quels éléments il faut surveiller en consultation de suivi absolument? Son état général. Tout à fait. Premier signe d'alerte dans une récidive d'un cancer, c'est l'état général. Voir s'il a maigri, comment il mange, s'il a des troubles digestifs avec la DPC. D'accord. On fait de la bio, voir les marqueurs, s'ils ont diminué. Une imagerie pour voir comment se porte la DPC et s'il n'y a pas de lésions suspectes, notamment du foie. D'accord. Ok. Donc, il y a un truc que tu m'as oublié dans la clinique, c'est les signes de récidive, en dehors de l'altération de l'état général, c'est-à-dire des sites de récidive, les aires ganglionnaires, le ganglion de Troisier, la palpation du foie. Ça, c'est indispensable. Et l'état général, tu m'as bien dit, donc surveillance clinique, état général et recherche d'une récidive sur les aires ganglionnaires, et notamment le ganglion de Troisier. Il faudra faire un toucher rectal à la recherche d'un nodule de carcinose péritonéale dans le Douglas et une palpation du foie à la recherche de nodules hépatiques. L'examen neurologique éventuellement, l'examen osseux, des choses comme ça, pour rechercher d'autres sites de récidive, mais bon, c'est un petit peu plus rapide à faire, un peu moins systématique. Surveillance de la tolérance du traitement, il a été opéré
il n'y a pas très longtemps d'une chirurgie lourde, donc c'est des cicatrices, c'est les effets secondaires de la radiothérapie dont je vous parlais juste avant, et la surveillance paraclinique. Donc le marqueur, oui, le CA19-9, c'est essentiel dans la surveillance d'un cancer du pancréas. L'imagerie, tu m'as dit, donc le scanner abdominal de contrôle, et puis tu m'as dit les marqueurs nutritionnels, donc l'albumine, un bilan hépatique, puisque c'est un patient qui avait une grosse cholestase, donc s'il y a une réapparition de la cholestase, il faut se méfier, et un bilan inflammatoire, un FSCRP qui peut orienter soit vers une complication de la chirurgie, soit vers une récidive de cancer. Donc, au cours du suivi, à la question numéro 7, vous faites l'imagerie suivante. Donc, je vais l'interpréter pour vous. C'est un scanner abdominal injecté au temps portal. Ça, on va voir un peu, mais c'est la veine porte qui est rehaussée. Une coupe centrée sur le foie. Et on trouve des nodules intrahépatiques arrondis, avec un rehaussement hétérogène en cocarde. Ça, on le voit assez bien sur l'image que vous recevrez par Internet, qui est évocateur de métastases hépatiques d'un cancer du pancréas. Donc, le rehaussement en cocarde, c'est un mot clé dans l'imagerie de la métastase. C'est assez typique d'une métastase hépatique d'un cancer autre. Donc ici, effectivement, c'était une métastase d'un cancer du pancréas. La question suivante, donc c'est une question d'anatomie qui n'a rien à voir avec la pathologie du patient, mais sachez qu'à l'internat, ils peuvent vous les poser. Moi, quand j'ai passé l'internat, on a eu comme ça une question d'anatomie sur imagerie où ils nous demandaient de nommer des structures. Donc, est-ce que tu peux me nommer ces structures ? Alors, en 1, on a le foie. En 2, c'est la veine porte qui est rehaussée. En 3, l'estomac. En 4, c'est la rate. Et en 5, les surrénales. Très bien. En 5 la surrénale, on va dire. La surrénale droite. Donc, la veine porte qui est rehaussée, effectivement. Il ne fallait pas confondre avec l'artère hépatique. L'artère hépatique, on n'a pas de gros tronc dans le foie comme ça. Donc, un gros tronc qui passe dans le foie, c'est le tronc porte. L'estomac, voilà, c'est l'estomac. La rate, l'aspect est assez caractéristique, ça ressemble pas à un rein, c'est pas la même localisation, c'est la rate. Et la surrénale droite, on la décrit volontiers comme un accent circonflexe. Là, c'est assez joli puisqu'on a clairement un accent circonflexe. On l'a rarement autant. Donc c'était la surrénale droite. Question suivante. Le patient dont on parlait auparavant a vu le compte-rendu du scanner. Il vous demande ce qu'il se passe, s'il va le guérir, s'il va être guéri, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, qu'est-ce qu'on lui répond, quel est son pronostic et quel est le projet thérapeutique chez ce patient. Donc ici, c'est une question encore d'annonce, mais pas d'annonce du diagnostic, mais d'annonce de la récidive. Alors l'annonce de la récidive est souvent encore plus mal vécue par le patient parce que quand l'annonce du diagnostic, vous lui annoncez un projet thérapeutique derrière. L'annonce de la récidive, c'est souvent très mal vécu par le patient parce que les thérapeutiques sont de plus en plus limitées. Donc l'annonce du diagnostic de récidive doit être faite dans les mêmes conditions que l'annonce du diagnostic. Je ne vais pas y revenir, je l'ai déjà dit 2 fois au cours des dossiers précédents. Le projet thérapeutique, c'est une prise en charge palliative. Cancer du pancréas métastatique, c'est palliatif, bien évidemment. Une chimiothérapie palliative qu'on peut discuter, éventuellement, c'est des chimiothérapies qui peuvent stabiliser un peu le patient, on va le voir juste après. Et surtout, il faut introduire dès ce moment-là, même si le patient n'est pas symptomatique, les soins de support, parce qu'il va malheureusement vite en avoir besoin. Donc les soins palliatifs, éventuellement, si vous avez la possibilité de faire rencontrer l'équipe de soins palliatifs dès ce moment-là, il ne faut pas hésiter à l'introduire à ce moment-là. Le pronostic, il faut avoir une idée du pronostic de survie d'un cancer du pancréas. Donc là, on est dans le cadre d'un cancer du pancréas métastatique. La survie à 5 ans d'un cancer du pancréas métastatique, c'est 0%. Il y en a pas qui survivent. Alors, il faut savoir aussi que la survie d'un cancer pancréas opérable, elle n'est pas très bonne non plus, elle ne dépasse pas les 20% en 5 ans, et je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est nettement moins de 20%. En tout cas, pancréas métastatique, c'est 0% de survie à 5 ans, et une idée de la médiane de survie sous chimiothérapie, c'est entre 6 et 12 mois, sachant que si on ne fait pas de chimiothérapie, c'est plutôt 3 à 6 mois de médiane de survie. Donc il faut avoir en gros cette idée-là. La dernière question pour ce dossier, on lui propose une chimiothérapie par gemcitabine oxaliplatine. Vous n'avez pas à le savoir, le GEMOX, le protocole, voilà, je vous le dis comme ça. C'est le plus souvent, en fait, on utilise juste la gemcitabine. L'oxaliplatine n'a pas prouvé forcément d'intérêt en plus.
Il tolère correctement cette chimiothérapie, sauf au niveau digestif, avec des vomissements très handicapants. Donc on retourne sur les vomissements chez un patient qui a un cancer. Ici, on nous dit directement que c'est des vomissements post-chimiothérapie et on parle alors du traitement. Il y a un consensus sur le traitement des vomissements post-chimio. Est-ce que tu as une idée des molécules à utiliser? Ça va être le Zofrène. Zofrène, oui. Et s'il y a des vomissements anticipés, on va lui donner un anxiolytique. On va lui donner un anxiolytique, tout à fait. C'est tout? Tu n'as pas d'autres molécules à me donner? Non. Alors, corticothérapie, très efficace dans les vomissements post-chimio. Donc il y a une conférence de consensus pour les chimiothérapies hautement émétisantes ou en prévention secondaire si le patient a déjà eu des vomissements. Donc c'est la corticothérapie, qui est un très très bon médicament contre les vomissements chimio-induits. On en donne en général entre 3 à 5 jours. Les cétrons, tu me l'as dit, c'est des Zofrène. Aussi, c'est contre les vomissements précoces. Ça n'a pas d'effet sur les vomissements retardés. Mais on va le donner aussi à peu près les 3 premiers jours. En tout cas, les jours de la chimio, c'est sûr. Et troisième molécule qui est récente, mais qui est peut-être la plus efficace, c'est l'aprepitant. Donc le nom commercial, c'est l'Ement. C'est une molécule récente qui se fait aussi en ordonnance spéciale, parce qu'elle coûte très cher, comme le Zofrène, et qui est très efficace. Donc ça, c'est la trithérapie à donner en cas de vomissement important sous chimio. On peut utiliser en appoint Primperan, Motilium, enfin les antiémétiques classiques. Il n'y a pas de contre-indication à les utiliser. Si cette thérapie est insuffisante, l'étape suivante, c'est les neuroleptiques, c'est le Largactil, principalement. Le Largactil qui peut être utilisé en seringue électrique, en goutte ou n'importe comment, mais il ne faut pas hésiter à utiliser du Largactil si on n'arrive pas à contrôler les vomissements. Si le contrôle est toujours difficile malgré l'ensemble de ces traitements, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça, c'est une question un peu plus générale. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de complication d'une chimiothérapie? Il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, on arrête la chimiothérapie pour un protocole moins émétisant. On change de protocole pour intolérance. Deuxième possibilité, on diminue les doses de chimiothérapie. Ça, c'est possible. On adapte un peu les doses. Et troisième possibilité, surtout dans le cancer du pancréas, on peut discuter l'arrêt de toute chimiothérapie, puisque les chimiothérapies de deuxième ligne, il y en a des validées, mais avec une efficacité vraiment moindre. Donc si le patient tolère mal la chimiothérapie, il ne faut pas hésiter à parler de l'arrêt des chimiothérapies, puisque cette chimiothérapie a quand même un intérêt relativement limité. Voilà pour ce dossier.